Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine. Réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits du réalisateur Abdelhamid Bouchnak, du sculpteur Patrice Balma et du musicien Ibakou. Cap sur la Tunisie, à la rencontre d'Abdelhamid Bouchnak, réalisateur. Mon nom est Abdelhamid Bouchnak, producteur et réalisateur tunisien. Je suis né à Tunis en 84 ici. J'étais très cinéphile, je consommais énormément de films quand il y avait la VHS. C'est quelque chose que j'aimais, je ne me suis jamais attardé à savoir comment on faisait ça. Le jour où j'ai appris que tout était fake, tout était faux, je pleurais parce que je me rappelle du film, c'est le film L'Ours. Je pleurais, j'étais gamin et ma mère m'a consolé en me disant « Mais c'est pas vrai, l'ours n'est pas mort, sa mère n'est pas morte, il n'y a rien, tout ça c'est du faux ». Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que finalement on pouvait créer ces choses-là, que ça n'existait pas toute seule. C'est vrai qu'il y a des films qui ont marqué. J'ai regardé La Mouche de Cronenberg et c'était par hasard et par accident plutôt, parce que j'avais pas l'âge pour regarder ce film-là et je le voyais en boucle, en cachette. Et ça m'a terrifié. Mais j'avais un plaisir à revivre les mêmes sentiments et avoir peur la nuit. C'est un peu... j'aurais dû aller voir un psychiatre à cette époque, mais non, j'ai fait un autre film d'horreur 30 ans après. Les 3 étapes d'écrire un film, c'est vrai, c'est le scénario, après la mise en scène dans le tournage, après le montage. Moi j'écris et je fais le montage de mes films, je réalise mes films aussi. Donc à chaque étape, j'ai un plaisir particulier. Lors de l'écriture, tu es juste excité et tu es juste dans ton monde. Je crois que le monde qu'on crée dans nos têtes, c'est le film parfait. Il est à 100%, après il diminue jusqu'à... si on arrive à avoir 80% de ce qu'on avait au début, c'est un excellent film. Shining, pour moi, c'est le plus grand film d'horreur. Sans pour autant te montrer des scènes d'horreur, c'est juste le silence, le vide. Ici, on n'a pas cette notion de film de genre. Moi, je suis vraiment fan des films d'horreur. Et je voulais juste montrer que c'était faisable. C'était un challenge très difficile pour moi parce que dans les films d'horreur, c'est un fil très fin entre être crédible et ridicule. Il suffit juste un excès dans le jeu ou dans même la couleur du sang ou dans la manière de tuer quelqu'un ou de jouer la mort ou de jouer la peur. Ça devient tout de suite ridicule et moi, j'avais tout le temps ce souci-là d'être crédible. Je voulais pas faire un film pour les autres pays. Je voulais parler à mon public, mon premier public, c'est le public tunisien. Et j'avais ce challenge-là. Je me suis dit, si j'arrive à terrifier mon propre public avec son histoire, je peux terrifier le monde entier. Et moi, je veux pas qu'un public entre dans la salle de cinéma en train juste de bouffer des chips et regarder un film qui lui donne toutes les infos. Donc j'aimerais bien qu'il participe aussi avec moi et qu'il pense et que j'attire son attention sur des choses. Je fais appel à son imagination à lui, qui est toujours meilleure que la mienne. Et d'ailleurs, les films qui m'ont le plus marqué, c'est les films où on voit rarement la créature. Les Dents de la Mer, le requin, le requin, on l'a vu une seule fois, mais sinon on voit un œil, une arête, c'est tout. Mais c'est ça. Jouer avec l'imagination du spectateur. Le plus difficile pour un film d'horreur, c'est d'installer l'atmosphère. Et ne pas juste utiliser des effets sonores ou des effets de montage juste pour terrifier. Oui, il peut être terrifié là et après tout de suite, il revient et il déteste le film. Moi, je veux qu'il reste mal à l'aise même après le générique et qu'il ressort avec le même malaise, il rentre avec ce malaise chez lui et il n'arrive même pas à dormir. C'est ça un film réussi pour moi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce plan en fait?
Parce que moi, ce qui me terrifie le plus, c'est le vide. C'est d'abord, tout ce qu'on voit pas. On sait pas ce que je suis en train de regarder. On a tellement envie, je crois. On peut pas rester insensible face à des cercueils ou des cercueils, oui. Surtout placés de la sorte, ignorés. Moi, j'adore le hors-champ. Ce qu'on ne voit pas, c'est toujours plus intéressant de ce qu'on voit. C'est comme la mort. On ne sait pas, on ne comprend pas, on est mal à l'aise face à ce cadre-là. J'imagine qu'il casse un peu les codes de la notion du cadre. C'est de l'espace au regard, là, non. Là, je coupe carrément le regard avec ce cadre-là. On n'est pas à l'aise, on se demande, on se pose des questions, pourquoi ça? Mais il y a tellement plus d'éléments derrière moi que devant moi. La musique qui accompagne cette scène-là, c'est la bande originale du film de Kieslowski, Bleu. Ouais. C'est exactement ça. Hamadi Bouabid, professeur et fondateur de l'ESAC. Je suis fier de ma progéniture cinématographique. La culture arabe qui est dominée par la religion musulmane, parce que la religion est imbriquée avec la culture. Et la culture c'est la face apparente de la religion. Et donc, il ne fallait pas s'attaquer à la vie. La vie, relève de Dieu. Il ne faut pas s'attaquer à la mort. Souvent, les cinéastes font de l'autocensure. Hamid n'a pas... Son mérite, c'est qu'il n'a pas voulu faire de l'autocensure. Il a voulu être l'égal de lui-même et de faire ce qu'il voulait. C'est sûr que pour un réalisateur tunisien, dans un pays où on n'a pas d'industrie cinématographique, on n'a pas vraiment les moyens hollywoodiens ou même européens, c'est plus compliqué d'intégrer le marché international du film. Nous, c'est pas une industrie à l'égyptienne, c'est pas une industrie indienne. On n'a pas de culture cinématographique. On a une bonne réputation, mais on n'a pas encore intégré le cinéma mondial. Et je me retrouve dans cette industrie et tu te dis, mais finalement, c'est faisable aussi. C'est pas une question de moyens. C'est ce que je voulais montrer avec ce film. C'est pas une question de moyens, c'est juste, il faut faire de bons films et il faut être très, très, très difficile avec soi-même. Et l'autosatisfaction, c'est la pire chose qu'un réalisateur peut vivre. Je voulais juste vraiment montrer qu'il y a un autre cinéma qui est possible. Et maintenant, si je touche à un autre genre, je serai probablement aussi le premier. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Si je fais un film de science-fiction, ce sera le premier dans l'histoire du cinéma tunisien. Si je fais un film d'aventure, ce sera le premier aussi. Mais ce n'est pas mon objectif d'être le premier. Je veux juste faire des films qui fonctionnent, qui marchent, et que le public aime et qui soient sincères. Voilà. La révolution, elle est très très importante dans ce pays. On a plus de liberté, on a moins de censure. Ça, c'est vraiment un acquis inestimable pour un artiste. Mais après, la répression qu'il y avait avant nous poussait à être plus intelligents, à être plus créatifs pour parler de choses interdites. Et même le public faisait un effort supplémentaire. Et il appréciait plus que tu aies parlé de ça ou de ça avec une intelligence ou une subtilité. Cette subtilité, elle disparaît parce que maintenant, tout le monde peut dire ce qu'il veut, n'importe comment. On a peut-être mal compris la liberté d'expression parfois. On était très heureux lorsqu'on comprenait une vanne cachée ou on critiquait le régime. Ça avait un impact et la salle, elle commençait à applaudir et c'était le seul moment de liberté qu'on partageait tous ensemble. Maintenant, on est plus dans l'expérience, on est plus dans la créativité. On doit impressionner les gens plus que titiller leur curiosité. Donc la barre, elle est devenue encore plus haute, mais ça vaut la peine. Une des choses qui m'impressionne le plus dans cet endroit, c'est sûrement ce balcon, là qu'on voit, derrière moi.
Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir en étant suspendu juste par deux barres de fer. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils tiennent. Mais j'imagine que la vue qu'on a ici, elle est meilleure de l'autre côté. Tu as juste la mer, le ciel, tu as l'impression de voler. Donc oui, un de mes rêves, c'est d'avoir cette maison-là et de finir mes jours là-bas et mourir ici, juste en face. D'être enterré juste en face et d'avoir cette vue pour l'éternité. Oui, ce serait cool. Faites-moi les malins maintenant. Direction le Burkina Faso, où nous retrouvons le sculpteur Patrice Balma. Patrice Balma, je suis un artiste bronzier au village artisanal de Ouagadougou. Je peux dire en Afrique de l'Ouest, quand on parle de bronze, c'est le Burkina. Le quartier que j'habite, c'est le quartier de bronzier. C'est le quartier d'Hermé. Voilà. Quand on parle de bronze, on parle de d'Hermé. C'était un truc que j'aimais que tout, quoi. Tu vois, c'est le truc de travail, quoi. Partout, quand tu aimes le truc, ce que tu fais, c'est que quand tu aimes ça, tu peux avancer mieux. Voilà. Et ce truc-là, ça m'a touché. Et j'ai dit, ouais, dans ça, je peux vivre avec ça, il n'y a même pas de problème. Quand on parle de bronze, pour faire le modèle, il faut passer par la cire d'abeille. Et dès qu'on finit de faire le modèle en cire, et tu vois, je suis allé le demander. Dès qu'on finit de faire le modèle, il y a l'argile, il faut mouler ça avec l'argile. Tu couvres ça avec l'argile. Et dès que tu couvres ça, il y a la première couche, il y a la deuxième couche. C'est là maintenant, et on pose au soleil. Si ça cesse, on l'approche au feu. On laisse un petit entonnoir ici. Voilà. Dès qu'on approche au feu, ça chauffe. Tu vois, l'argile a déjà pris la forme de tout ça. Et dès que ça sort, on récupère. Ça veut dire la cire, ça s'effondre. Et maintenant, le moule, ça sera creux. Ça veut dire que le moule que tu as moulé avec l'argile, ça a pris l'empreinte. C'est dans ça qu'on remplace le bronze. 15 ou 20 minutes, on récupère l'objet en bronze. Ça veut dire que dès que tu ne casses pas le moule, tu ne pourras pas avoir. Donc, il faut carrément. Donc, ça veut dire que le moule est unique. Moi, je fais le modèle. Il y a des mouleurs, ceux qui vont mouler ça avec l'argile, et ceux qui vont fondre ça en bronze, et ceux qui vont faire la finition, et ceux qui font la patine. Et voilà. On ne peut pas avoir le vrai bronze ici. On ne peut pas. C'est juste seulement quand on part aux formations en France qu'on peut quand même voir que ça, c'est le vrai bronze. Mais ici, non. C'est la récupération, il y a tout. La tête des robinets, tout, voilà. C'est la récupération. Il y a des vendeurs pour ça. Il y a des gens qui récupèrent et nous, on part, on paye pour faire notre travail. Là, c'est le couleur de bronze. C'est dans ça qu'on met le bronze. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a ça au feu. Et après, le moule, il faut chauffer le moule. Ça doit être même température que le bronze. Le bronze monte jusqu'à 1200 degrés. Et le moule aussi augmente jusqu'à 1200 degrés. Dès que ça monte jusqu'à ça, ça sort tout bleu. Vous voyez, ça commence à sortir. Ça dépend de bronze ici. Il y a des bronzes qui sortent verts, il y a des bronzes qui sortent bleus. C'est comme je dis, c'est la récupération. Donc on ne peut pas dire que c'est réellement le bronze. Il y a tout dedans.
Si tout est prêt et tu coules, ça rentre partout. Si tu viens au travail, tu vois l'argent que le travail, tu ne peux pas. Moi, je viens pour apprendre. Le truc, là où on parle de l'argent, moi, je m'en fous. Tu vois, ça galère souvent. Et il faut s'y porter. Il faut être sûr de toi. C'est la souffrance, mais quand tu espères que tu peux arriver, tu vas arriver. C'est pas des trucs que je fais le dessin parce que le dessin, je suis pas fort, je peux pas faire un truc en dessin, en faire. Juste avec le photo, si je regarde, je peux le faire, mais dessiner, je peux pas. Donc, ça veut dire que mes modèles, ça, juste seulement, ça vient comme ça. Voilà. Ouais. Partons au Sénégal pour découvrir le musicien Ibako. Je m'appelle Ibako, je suis poète sonore, hybride, esprit créatif du Sénégal. C'est de la faute de mes parents. C'est parti de mes parents qui étaient des gros fans d'art en général. C'est eux qui m'ont appris qui m'ont donné mes premiers cours de musique. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au même moment, c'était le début du hip-hop au Sénégal, genre, début des années 90. Et donc c'est un truc qui m'a chauffé tout de suite, l'écriture, la danse. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à traîner avec des icos. Et c'était mes premiers pas, on va dire, dans la musique, quoi. Et quand j'ai commencé la musique tout jeune, j'étais, on va dire, assez solitaire. Et ensuite, je me suis mis en collectif avec, on était le Wu-Tang sénégalais, quoi, tu vois. Okay, I'm riding past your fortress, emptying out the cartridge, fucking up your carpet, bullet holes and sawdust. Niggas say I'm throwed, I should've rolled this short bus, but bitch, I'm on the road, move over, get your car crushed. I'm riding filthy too, working cigar butts, a cold-blooded nigga, you better tighten your scopes up. And bitch, I'm ready to get it cracking like walnuts, star wet, you niggas will fuck around and get balled up. Quand tu vis à Dakar, t'es influencé par plein de cultures, c'est une porte sur l'Afrique. On a toujours été genre à la page pour tout ce qui se passait aux États-Unis, en Europe, en France, dans le hip-hop, dans le reggae. Les gars, ils sont super à la page, super pointus, et du coup, tout ça se reflète dans ta musique ou dans ton art. Bah ici, on est chez moi, on est dans mon home studio, dans le quartier de Ouakam, toujours un village de pêcheurs. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans ce quartier. C'est le laboratoire où j'expérimente des trucs, où je répète, où c'est mon bureau, quoi, tu vois. C'est mon bureau. C'est là où il y a la connexion du Wi-Fi, le Wi-Fi des esprits est là, quoi. J'ai des fois des musiques en rêve, et donc le fait de titrer la musique que j'ai en rêve raconte tout le rêve, en fait. Donc du coup ça peut être très très abstrait, tu vois, mais j'aime bien garder un esprit, un mood. J'aime bien aussi garder des erreurs. Par exemple, quand je compose une musique, c'est très intuitif, donc j'écoute de la musique, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, que je suis très visuel, donc je regarde des milliers de photos par jour, ou des lectures que je fais, ou des sons que j'entends dans la rue. Mais quand je suis dans ce process-là, c'est très intuitif, je laisse le premier jet sortir, en fait. J'essaie pas de
de retenir une idée ou de trop y penser. J'absorbe grave les énergies, les vibrations. Quand j'étais beaucoup dans le hip-hop, quand j'écrivais beaucoup, c'était beaucoup la musique qui dictait la thématique en fait, tu vois. Donc on écoutait un morceau et on se disait mais c'est quoi le thème, qu'est-ce que le morceau nous dit en fait. Parce que la musique pour nous elle a déjà un langage, tu vois, même qui est hors des mots, et donc le fait c'est on retranscrit juste ce que cette musique là nous dit en fait, tu vois. Quand tu dis électro, ça sous-entend plein de choses qui sont pas forcément moi mes influences en fait. J'ai plus des influences jazz spirituel ou plus un background jazz Pharoah Sanders ou John Coltrane que Aphex Twin, tu vois. Je qualifie jamais ma musique en fait, tu vois, mais c'est un besoin en fait, tu vois, c'est un besoin pour le système dans lequel on est, pour l'industrie dans laquelle on est, pour les programmateurs, pour les radios, etc. Yo, where my party people at? Aha. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party. Kick it. Je vous présente Dulci, qui a un autre esprit créatif. On le connaît ici au Sénégal beaucoup pour son travail dans la mode. Justement, c'est lui qui a fait les costumes pour mon clip Yang Fogoye. Il est en train de me transformer en cyborg, là. Dulci, styliste. Il faut être sage pour pouvoir le comprendre. Il faut être un sage. En lui, je vois l'afrofuturiste. Moi, je vis à la mode traditionnelle. Mais avec lui, je peux me projeter dans le futur. Je peux communiquer. Avec lui, c'est facile de voir des choses dans le futur. Parce que c'est sa musique qui me donne cette voie de communication. On parle de technologie, parle d'avancement, parle de la mondialisation, parle de la communication, parle de la solidarité. C'est un langage universel. Quand on me parle d'afrofuturisme, tu vois, c'est une déconstruction massive aussi, tu vois, par rapport au contexte dans lequel je vis, qui est un contexte sénégalais, africain, mais avec beaucoup de problèmes qu'on vit au jour le jour. On est touché de plein fouet par le néocolonialisme, par l'impérialisme, par le capitalisme, par l'extrémisme. Pour déconstruire tout ça, tu vois, la musique est très 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 importante, très très utile, tu vois. Pour moi, c'est en fait une responsabilité, en fait, tu vois, en tant qu'artiste, de donner ma vision, ma perspective par rapport à ce concept-là, par rapport à ce contexte-là, comment je vois le futur pour l'Afrique ou venant d'Afrique. Tu vois, Fela disait que la musique est l'arme du futur. Moi, ce que j'apporte, c'est un fragment de cette vision, en fait. C'est une proposition, j'aime bien ce mot, quoi. Il manque rien à l'Afrique, tu vois. Il faut juste s'en rendre compte, en fait. Il faut juste en être conscient. Ouais, pour que ça aille encore mieux, quoi.
cool. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.